Vous écoutez On lit pour vous. Les secrets du blob, un texte de Élisabeth Guillet-Beaulieu, paru le 1er juin 2026 dans Centre des sciences de Montréal. Il existe un organisme surprenant qui, à première vue, pourrait sembler banal. Et pourtant, c'est un être extraordinaire aux capacités fantastiques. Cette espèce gélatineuse se présente sous toutes sortes de couleurs et habite les forêts feuillues. Friande d'humidité et de fraîcheur, elle aime se cacher dans les mousses et au creux des branches et troncs en décomposition. Devinez-vous de ce qu'il s'agit? C'est le blob. C'est quoi le blob? Il existe plusieurs espèces qui sont appelées blobs, mais la grande majorité du temps, le blob fait référence à l'espèce Fissarium polycephalum. Autrefois, le blob était classé avec les champignons, mais après l'avènement des analyses génétiques, des chercheurs ont découvert que ce sont plutôt des protistes. Les protistes sont des organismes qui possèdent un noyau contenant leur ADN, mais qui n'ont qu'une seule cellule. Mais même au sein des protistes, le blob se distingue étrangement. Il est unicellulaire, mais aussi polynucléique. Ça veut dire qu'il possède plusieurs noyaux. Sa structure unique lui confère de nombreuses habiletés qui en font un sujet d'étude palpitant en laboratoire. Les super-pouvoirs du blob. Le blob peut être petit de quelques millimètres au début de sa vie, mais il peut atteindre une taille totale de plusieurs mètres carrés si les conditions sont favorables. Pour y arriver, il a la capacité de doubler sa taille en une seule journée. Un élevage de blobs peut donc devenir hors de contrôle rapidement, surtout quand ils essaient de s'échapper. Nous parlons par expérience. Et on ne peut pas parler du blob sans aborder ses comportements complexes, voire intelligent. Même s'il n'a pas de système nerveux, le blob est entre autres capable de naviguer un labyrinthe, trouver le chemin le plus rapide vers une source de nourriture, structurer ses connexions pour rejoindre plusieurs sources différentes de nourriture en même temps, mémoriser les endroits qu'il a déjà explorés. Pour se nourrir, le blob ingère directement sa nourriture. Il connecte des veines qui vont englober et ingérer la nourriture, puis acheminer les nutriments vers des régions les plus actives de l'organisme. En contraste, les champignons, eux, vont plutôt sécréter des substances chimiques qui dégradent leur source de nourriture en molécules plus petites et faciles à consommer. La forme sous laquelle on l'observe le plus souvent, soit jaune et gélatineuse, est le plasmodium. C'est la phase active du blob sous laquelle il va grandir, se déplacer, chercher et assimiler de la nourriture. Le blob est aussi sensible à la lumière et aux signaux chimiques de son environnement. Il va adapter son comportement et sa forme en fonction de ce qu'il perçoit. Par exemple, si le plasmodium rencontre un stress en absence de lumière, il va se transformer en sclérote. Lorsque le blob est sous forme de sclérote, il est en dormance. Sa paroi devient solide et épaisse, protégeant son intérieur. Le blob peut rester en dormance ainsi pendant très longtemps, voire jusqu'à 70 ans. Le blob se réanime lorsque les conditions de son environnement redeviennent favorables à sa survie. En bref, le blob est une créature pleine de ressources et dont les comportements suscitent l'intérêt de nombreuses personnes au sein de la communauté scientifique. Audrey Dussutour, directrice de recherche au CNRS, le Centre national de recherche scientifique en France, est spécialiste de l'étude du comportement des animaux, dont le blob. Elle fut la première à démontrer qu'un organisme dépourvu de système nerveux peut apprendre et mémoriser.
Elle est l'auteur de 70 articles scientifiques et de 3 livres grand public sur le blob. Ses travaux de recherche sur le blob et sur les fourmis, ainsi que ses initiatives en vulgarisation scientifique, lui ont valu plusieurs prix et distinctions. D'ailleurs, ses nombreuses activités de médiation auprès du grand public ont été récompensées par l'Ordre national du mérite et la première médaille de médiation du CNRS en 2021. On peut donc dire qu'elle est la grande experte en la matière. C'était Les secrets du blob, un texte de Élisabeth Guillet-Beaulieu, paru le 1er juin 2026 dans Centre des sciences de Montréal. Simon Gauthier à la conquête du monde, un texte de Jean-Yves Dutel, paru le 23 juillet 2026 dans Fugue. Né à Greenfield Park, Simon Gauthier, passionné des arts de la scène, a transformé une fascination d'enfance en une carrière multidisciplinaire qui l'a amené des sous-sols familiaux aux plus grandes productions artistiques mondiales. En l'espace d'une vingtaine d'années seulement, il a franchi les frontières du Québec pour partir à la conquête du monde. Aujourd'hui, Simon Gauthier est directeur créatif de Luminar Productions, une entreprise qui a élevé la conception lumière pour les événements et les spectacles au rang d'excellence internationale. Aussi reconnu sur la scène mondiale que des géants comme le Cirque du Soleil ou Céline Dion, Luminar incarne le savoir-faire québécois à son meilleur. Comme le souligne le site web de l'entreprise, elle est devenue un leader de la conception visuelle complexe, tant sur le plan artistique que technique. Ces projets créatifs d'envergure permettent de créer des atmosphères uniques et des expériences immersives propres à chaque événement. Enfant, Simon Gauthier s'intéresse déjà à l'industrie du spectacle. À l'âge de 9 ans, il fabrique son premier projecteur d'éclairage et, dès l'école primaire, il prend en charge l'organisation de spectacles scolaires. Au début de son adolescence, il crée des pièces de théâtre dans le sous-sol familial. Mais tout commence véritablement au cégep de Saint-Hyacinthe, où Simon étudie le théâtre et la production de 2001 à 2004, avant de compléter son parcours par des études en administration à l'UQAM en 2006, un choix qui témoigne déjà d'une fibre entrepreneuriale affirmée. Très tôt, son sens des affaires s'affirme. À 17 ans à peine, il fonde sa première entreprise dans le sous-sol de la maison familiale. Il présente alors des spectacles pour les voisins et amis à l'aide d'une machinerie qu'il invente lui-même. Habile de ses mains autant que créatif, Simon y construit même un véritable cyclorama. Avec seulement un budget de 100 $, il enregistre officiellement sa première entreprise, Luminar. Avec des amis, il propose des concepts sur mesure à des associations et entreprises de la Rive-Sud pour le web naissant, des galas, des spectacles et même des fêtes privées. En 2003, il fonde officiellement Luminar Productions. Rapidement, l'entreprise connaît une croissance fulgurante. Elle dépasse d'ailleurs la barre des 800 techniciens et collaborateurs à ce jour. À force de lecture, j'ai aussi acquis les bases nécessaires à la gestion d'une entreprise, poursuit-il. J'ai créé mon site web, mes cartes d'affaires, et je me suis lancé dans le démarchage. C'est aussi à cette période de charnière, autour de ses 18 ans, que Simon fait son coming out. La situation a été plutôt cocasse, raconte-t-il. Un soir, j'ai dit à ma mère que je sortais avec des amis au bar Le Sky. Elle est allée voir sur Internet de quoi il s'agissait et a rapidement compris. Au début, elle s'en inquiétait beaucoup, mais j'ai pu inviter mes amis et mes premières relations à la maison. Mon père, lui, a exprimé son acceptation d'une manière très originale. Nous n'en parlions jamais, et un jour, dans la voiture, il m'a simplement dit « J'ai demandé à mes collègues d'arrêter de faire des jokes sur les gays. » Les succès ne tardent pas pour l'entrepreneur de la lumière. Plusieurs se souviendront notamment des mythiques soirées Black and Blue des années 2010. C'était lui, et ce n'était que le début. Depuis 2013, il contribue à des productions et des événements d'envergure,
tels que le Cirque du Soleil, le Cirque Héloïse, les tournées de Céline Dion et de Madonna, ainsi que des événements majeurs comme le festival Black and Blue, le Bal en Blanc et le festival de musique Île Sonique. Il est également présent lors de festivals emblématiques, tels que le Festival Montréal en Lumière, les Francopholies, le Festival Juste pour rire, le Grand Prix de Formule 1 du Canada et le Festival du monde arabe. La reconnaissance du milieu vient confirmer l'ampleur de son parcours. En 2011, Simon Gauthier reçoit le prix Arista, jeune leader sans frontières du Québec, décerné par la Jeune Chambre de commerce de Montréal, soulignant son apport au rayonnement culturel du Québec à l'international. En 2018, il est honoré du prix Hall of Fame WYSIWYG pour la production Blood and the Arena, présentée au Colisée de Rome. À travers son parcours, Simon Gauthier illustre parfaitement la signification du mot « persévérance ». Porter des idées nouvelles demande non seulement de la créativité, mais aussi une détermination constante. Mettre de l'avant de nouveaux concepts, de nouveaux projets et de nouvelles idées exige énormément de recherche et de curiosité, explique Simon. Il faut voir comment les choses se font ailleurs. Ma vie est à l'opposé d'une vie normale, décalage horaire constant, changement de culture fréquent. Cela ne favorise pas toujours une grande stabilité personnelle. Mais professionnellement, j'ai beaucoup travaillé dans le milieu LGBT, ici comme ailleurs, et la porte n'y est jamais fermée. Plutôt que d'être un frein, tout ce mouvement, c'est un moteur pour moi. Quelle est donc la clé d'un tel succès? Je n'ai jamais dévié de ma route ni de mes objectifs, conclut-il. Il faut de la patience, de la persévérance et ne pas abandonner au premier échec. J'ai aussi pu compter sur mon cercle d'amis et, depuis le décès de mon père, sur le soutien indéfectible de ma mère. Nul doute que nous entendrons encore souvent parler, au détour d'une nouvelle internationale, de l'homme qui s'est lancé à la conquête du monde. Au cours des dernières années, Luminar Productions a connu une forte croissance grâce à son expertise en conception visuelle, en direction technique et en accompagnement de productions culturelles d'envergure, consolidant ainsi un rayonnement solide sur le marché québécois. Dans la foulée de ce succès, l'entreprise se prépare maintenant à faire son entrée sur le marché ontarien avec une implantation stratégique à Toronto d'ici la fin de l'année. C'était Simon Gauthier à la conquête du monde, un texte de Jean-Yves Dutel paru le 23 juillet 2026 dans Fugue. L'égalité vue par Nima Machouf, un texte de l'équipe de rédaction, paru le 10 juillet 2026 dans la Gazette des femmes. Nima Machouf est une scientifique québécoise d'origine iranienne. Elle se spécialise depuis 25 ans dans le domaine de la recherche sur les maladies infectieuses chroniques. Engagée socialement et politiquement en matière de justice, d'environnement et de droits de la personne, elle s'implique rapidement au sein des mouvements féministes québécois. Elle participe notamment à la Marche du pain et des roses. Très investie sur la scène internationale, elle tente le saut en politique active à plusieurs reprises. Nima Machouf s'est établie au Québec à l'âge de 18 ans, après avoir fui la répression dans son pays d'origine. On connaît l'importance d'éduquer les filles et les garçons aux relations égalitaires, de leur transmettre des modèles d'équité porteurs d'un monde juste. Parlez-nous de ces valeurs d'égalité qui vous habitent. L'égalité est un principe qui devrait aller de soi, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Il est loin d'être institutionnalisé dans la majorité des pays du monde et encore moins ancré dans les cultures. Les expériences de vie des gens
sont teintés par les cultures et les lois sous lesquelles ils évoluent. Chacune et chacun de nous porte un bagage différent et une compréhension distincte du vivre ensemble. Une part de notre éducation se dessine à la maison et le reste grâce à ce que l'on voit, à ce que l'on vit, à ce que l'on nous raconte. Quand on vit et grandit sous les jougs du patriarcat, on ne peut s'attendre à ce que l'égalité devienne le trait qui nous définit. L'égalité doit donc s'apprendre, s'enseigner et se pratiquer en société pour qu'elle devienne loi. Quand on refuse obstinément la féminisation des métiers dans la langue française, on n'enseigne pas l'égalité entre les femmes et les hommes. Quand on accorde moins de crédit à la parole d'une femme qu'à celle d'un homme, on ne pratique pas l'égalité. Quand sur la scène cinématographique, on cantonne les femmes dans des rôles de soumises, de potiches, de faibles et de superficielles, on ne promeut pas l'égalité. Pour moi, qui viens d'un pays où la religion domine l'État, quand la loi considère littéralement la femme comme la moitié de l'homme, on discrimine systématiquement les femmes et on pratique l'apartheid de genre. Ma mère m'a initiée au féminisme assez jeune. Ayant vécu et souffert des affres d'un régime religieux et patriarcal en Iran, je suis évidemment très sensible à la question des droits des femmes. La lutte pour l'égalité m'habite. Et bien que je pense que l'éducation des filles à la liberté et à l'égalité est primordiale, j'insiste sur l'importance d'enseigner l'égalité des genres aux garçons. Les gens qui profitent de cette discrimination doivent réaliser qu'elle est injuste, qu'elle n'a pas sa place dans une société soi-disant moderne. Nous vivons mieux dans une société égalitaire que discriminatoire. Il en va de même pour les luttes de classe et raciales. Attaques en Iran, agressions en Ukraine, occupation au Liban du Sud et à Gaza, crise humanitaire au Soudan ou à Cuba, ces violences qui hantent le globe sont au cœur de vos préoccupations. Quel est le rôle et la responsabilité de la communauté internationale pour protéger les droits et la vie des peuples, en particulier les femmes, les filles et les enfants? Après la Deuxième Guerre mondiale, l'humanité s'est dit qu'elle ne voulait plus revoir les atrocités commises. Plus jamais ça est devenu le leitmotiv du droit international. Collectivement, nous y avons cru. Mais au fil des ans, ce grand principe est devenu une écume sur l'eau trouble. Le deux poids, deux mesures appliqué au droit international va finir par le discréditer. En temps de conflit, notre repère doit être le droit. Quand la Russie attaque l'Ukraine, le monde occidental impose des sanctions économiques à la Russie, l'expulse même des grands rendez-vous sportifs, verse à l'Ukraine des centaines de milliards de dollars en armement et en soutien. Face à l'invasion d'Israël à Gaza, au Liban, en Jordanie ou en Syrie, ce même Occident détourne le regard de l'envahisseur et pointe uniquement le Hamas ou le Hezbollah. Pourtant, sur la base du droit international, on s'attend à ce que l'Occident agisse avec la même vigueur envers Israël qu'envers Poutine. Quand les États-Unis ont envahi l'Irak, sous l'alibi mensonger de présence d'armes de destruction massive, où était le droit international pour leur rappeler qu'ils étaient fautifs, que cette guerre était illégale, immorale et inacceptable? Quand Trump et Netanyahou ont attaqué l'Iran, le droit international s'est encore une fois mis sur pause. Le temps de leur permettre de tuer des milliers de gens, de détruire les infrastructures de mon pays et de tenter de s'emparer du pétrole et de l'uranium iranien.
Quand les États-Unis tentent d'asphyxier Cuba et plongent l'île dans le noir, il est illégal de couper l'énergie à un peuple. Où est le droit international pour les en empêcher? Ne nous y trompons pas, ces aberrations se produisent non pas parce que le droit international ne fonctionne pas ou parce qu'il n'est pas adapté à la réalité d'aujourd'hui. Le droit international n'a pas besoin de réforme, il a besoin d'être respecté et d'être appliqué partout. S'il est actuellement dysfonctionnel, c'est la faute de nos gouvernements, des gouvernements occidentaux. J'ai parfois l'impression de vivre dans La ferme des animaux, le fameux roman de George Orwell. Si, en temps de conflit, nous ne pouvons plus invoquer le droit, quel sera alors notre repère pour éviter de plonger vers la catastrophe humaine? Car les statistiques sont claires. Pour l'essentiel, les victimes des conflits sont les populations civiles, les femmes et les enfants. À quoi les femmes d'ici et d'ailleurs doivent-elles résister en 2026? Bien que je regrette d'avoir été chassée de mon pays, je suis très contente de vivre au Québec et de contribuer à son émancipation. Mais faisons gaffe. Le respect des droits des femmes désavantage ceux qui ont toujours dominé et profité de cette distorsion sociale. Le danger de perdre nos acquis est donc omniprésent. La vigilance est de mise pour préserver nos droits et combler les écarts qui demeurent. Avec la montée de la droite et du conservatisme de la pensée, tant en Orient qu'en Occident, au point de vue mondial et étatique comme individuel, l'idéologie réactionnaire devient de plus en plus menaçante. Le masculinisme en est un exemple. Il ne s'agit pas d'une critique du féminisme. Ce mouvement, qui sert d'ailleurs de porte d'entrée vers d'autres formes d'idéologie réactionnaire, remet en cause la poursuite de l'égalité et d'émancipation des femmes, qui est perçue comme une menace à l'identité, au statut social de ces hommes. L'incitation à la haine envers les femmes et le féminisme, promue par la manosphère, est largement portée par les réseaux sociaux. Faute de réglementation sur le numérique, le masculinisme est susceptible de prendre de l'ampleur et de se radicaliser. Le sexisme hostile est un des éléments auxquels les femmes doivent résister en 2026. La question des violences faites aux femmes demeure aussi d'actualité. Malgré les nombreuses avancées légales, des moyens et des pratiques, nous enregistrons encore aujourd'hui un féminicide tous les 3 jours. Au Canada, les 147 victimes de 2025 et le bilan partiel de 30 femmes tuées au premier trimestre de 2026 montrent que les violences envers les femmes demeurent préoccupantes. Quant aux femmes d'ailleurs, c'est sans conteste aux attaques à leurs droits fondamentaux qu'elles doivent résister. Je suis féministe parce que sans l'égalité des femmes et des hommes en société, nous ne pouvons espérer un monde harmonieux, empreint de justice, parce que la moitié de l'humanité a été, pendant trop longtemps, injustement réprimée. Honnêtement, je ne comprends pas comment les hommes ont pu penser qu'ils étaient mieux outillés pour gérer le monde. Nommer une valeur égalitaire qu'il faut absolument transmettre aux générations futures. Que les femmes sont valeureuses, puissantes, capables et surtout indispensables. Qu'il n'y a aucune raison de penser que le sexe d'une personne peut lui procurer plus de droits ou moins de droits. Que trop souvent les femmes ont été mises à l'écart de la société et que nous devons prendre notre place, toute la place qui nous revient. Que si les lois sont injustes, il est temps de les changer.
C'était L'égalité vue par Nima Machouf, un texte de l'équipe de rédaction paru le 10 juillet 2026 dans la Gazette des femmes. Les pires boissons à consommer pendant la canicule. Un texte de Claudia Lalancette, paru le 2 juillet 2026 dans Coup de pouce. Vous cherchez à vous hydrater pendant la canicule? Attention, certaines boissons peuvent avoir l'effet contraire à celui recherché. Bien qu'elles ne soient pas interdites, elles sont à consommer avec modération pour mieux traverser les journées de grande chaleur. 1. Les boissons alcoolisées. Les boissons alcoolisées figurent en tête de liste. La bière, le vin, les cocktails et les spiritueux ont un effet diurétique, ce qui signifie qu'ils augmentent la production d'urine et favorisent la perte de liquide. Résultat, le risque de déshydratation est plus élevé, surtout lorsqu'on passe plusieurs heures au soleil. La caféine. Les boissons très caféinées, comme certains cafés, boissons énergisantes ou boissons gazeuses, contenant beaucoup de caféine, peuvent également contribuer à une légère perte de liquide chez certaines personnes. Si vous en consommez, pensez à alterner avec un grand verre d'eau. Les boissons sucrées. Les boissons très sucrées ne sont pas idéales non plus. Les boissons gazeuses, les thés glacés commerciaux et certains jus très riches en sucre peuvent ralentir l'absorption de l'eau par l'organisme et ne procurent pas une hydratation aussi efficace qu'on pourrait le croire. À retenir, pour mieux traverser les journées chaudes, privilégiez l'eau, les eaux aromatisées maison, les tisanes servies froides ou encore les boissons riches en électrolytes si vous transpirez abondamment. Les fruits et légumes gorgés d'eau, comme le melon d'eau, le concombre ou les fraises, sont aussi d'excellents alliés pour rester bien hydratés. Lors d'une canicule, écouter sa soif est important, mais il vaut encore mieux boire régulièrement tout au long de la journée afin d'éviter que la déshydratation ne s'installe. C'était Les pires boissons à consommer pendant la canicule, un texte de Claudia Lalancette, paru le 2 juillet 2026 dans Coup de pouce.